Il est assurément le visage à Québec et au Québec du hardcore, selon moi. Le chanteur de Get the Shot, de Downstater, puis il a même parti à un moment donné un petit projet solo, Soulbreaker, qui était quand même fort intéressant. JP Lagacé. Salut JP, comment ça va? Super bien, puis toi? Ça va très bien. JP, première question. Comment la musique, le hardcore, s'est rentré dans tes veines jusqu'à temps que ça rentre dans tes cordes vocales puis ça sorte pour ton auditoire? Ça monte quand même à loin, parce que ma première expérience avec le hardcore, mais je dirais plus largement le punk rock en général, parce que c'est la même famille, il faut l'avouer, ça remonte quand même à près de au moins 19-20 ans de ça. Hein. J'avais aux alentours de 12 ans quand je suis allé voir mon premier show punk à vie. Moi, j'ai d'une petite ville qui s'appelle Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le fin fond de l'Est du Québec. Puis à l'époque, c'était une période où est-ce que la plupart des grosses tournées passaient même dans les petits coins les plus refoulés du Québec, dont Rivière-du-Loup. Puis mon premier show, ça a été Randy, le band punk rock suédois Randy. Puis j'avais pogné un méchant 2 minutes quand j'avais vu ça pour la première fois, parce que la première fois que tu mets les pieds dans un show punk rock ou un show hardcore, il y a un sentiment qui t'habite en premier, puis moi, ça a été la peur. J'ai eu la chienne de ma vie. J'ai eu peur comme personne d'autre. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je voyais des gens trasher, je voyais des gens stage driver pour la première fois, puis je me disais, bon Dieu de merde, est-ce que je vais réussir à sortir vivant de ce milieu-là? Et ça a été un sentiment de peur tellement grisant, tellement mobilisant, puis j'ai trouvé tellement créateur que j'ai voulu vraiment être partie intégrante de ce mouvement-là, faire de cette musique-là, puis la vivre pleinement. Fait que moi, ça a commencé avec le punk rock. J'ai grandi, puis plus j'ai grandi, plus je me suis intéressé à la musique extrême. Je suis commencé après ça à m'intéresser au hardcore. J'ai grandi aussi en écoutant beaucoup de thrash metal, donc Megadeth, Metallica, Slayer, Anthrax, ça a été des influences prépondérantes quand j'ai grandi. Puis ça m'a amené tranquillement à vouloir faire du hardcore, faire du punk rock en général. Puis, ma foi, depuis les dernières 20 années, ça n'a jamais arrêté. Comment on devient une rockstar, un peu comme toi, de dire je deviens chanteur? As-tu pris des cours? T'es-tu inspiré de quelqu'un? Comment c'est venu, ça? D'abord, je dois dire que je suis pas une rockstar, puis je suis super content de pas l'être, parce que justement, si on fait du hardcore, c'est parce que justement, on refuse catégoriquement le stéréotype de la rockstar, OK? Celui qui est loin de son public, un peu prétentieux, celui qui a justement cette prétention-là d'être à l'origine du rock. Donc moi, j'ai vraiment pas ça. Moi, ce qui m'a attiré dans le hardcore, c'est que tout le monde était égal. Donc, finalement, autant le public que les artistes, finalement, faisaient partie intégrante de la même communauté, puis c'est pour ça que je fais ça. Mais ça a commencé loin, pareil, mon amour pour la musique, parce que ma mère était elle-même musicienne. Elle m'a appris beaucoup de choses en musique. Elle m'a appris la guitare, elle m'a appris à chanter. Puis quand j'étais tout jeune, crois-le ou pas, j'étais choriste. Donc, je chantais dans une chorale, puis j'étais le seul petit garçon dans la chorale, puis j'étais le seul qui faisait des solos. Fait que j'ai commencé à chanter à l'église, en fait. Aujourd'hui, tu vois, je crache sur Dieu, je crache sur les théistes, mais à l'époque, je chantais pour Dieu, puis ça a été cependant mes premières armes en matière, justement, de chant puis de vocalise, puis ça m'a permis de développer ça. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire quelque chose avec ma voix, puis je suis encore capable de me débrouiller à 33 ans. Ça part de très loin, puis très, très, très rapidement. Là, dès que je suis arrivé au secondaire, j'ai eu mes premiers bands. Puis ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été la première raison que j'ai eu de vivre dans la vie. Comment ça a commencé l'histoire avec Get the Shot? Une belle histoire qui se poursuit après tant d'années? Une drôle d'histoire parce que quand même, ça a commencé relativement tardivement. T'sais, souvent, les gens ont des bands vers l'âge de 18-20 ans. Là, ça blow up. Ils commencent finalement à tourner un petit peu partout dans le monde. Puis là, ça décolle. Nous autres, ça s'est passé un petit peu plus tard. Dans le fond, moi, je devais avoir à peu près autour à peu près de 24 ans, 25 ans. On avait tous eu des projets à l'époque. Moi, j'ai eu beaucoup de projets punk rock. Je jouais dans un band hardcore metal qui s'appelait Bridge Too Far avant. Les gars jouaient dans un band punk rock qui s'appelle Not For Pigs, qui avait roulé quand même pas mal dans la région de Québec dans le temps aussi. Fait qu'on était tous d'horizons musicaux différents. Puis c'est juste un courriel, en fait. J'avais reçu un message de Danny, notre bassiste dans Get the Shot, qui voulait se partir un band hardcore à la Terror et compagnie. Puis j'ai dit, ouais, why not? Puis finalement, on s'était réunis genre 1 an plus tard, puis ça a cliqué tout de suite, puis c'est devenu Get the Shot. Évidemment qu'au départ, il n'y avait pas toutes les mêmes membres, donc il y a eu des changements à partir de 2010, mais à partir de fin 2010, début 2011, là, vraiment la mouture Get the Shot est restée la même, là, puis c'est encore la même mouture encore aujourd'hui. Comment t'expliques le succès, surtout pour un groupe hardcore à Québec? On s'entend, Québec, oui, ville de métal, ville de ce que tu voudras, mais avoir du succès comme ça à l'international, c'est pas donné à n'importe quel groupe de Québec. Non, puis c'est pas donné à n'importe quel band au Québec en général, puis je dirais peu importe le style. Pourquoi? Parce que
au Québec, à quelque part, on a comme assimilé cette espèce de sentiment d'infériorité, une espèce de complexe d'infériorité à l'égard de ce qui se fait dans le reste de l'Amérique du Nord, ce qui fait en sorte que même nous, on a l'impression que nos propres bands ne seront jamais autre chose que des bands locaux. Puis quand on a commencé Get the Shot, c'était le cas. T'sais, un band hardcore du Québec, c'était juste bon à ouvrir un show. Heureusement, ça a évolué beaucoup, cette mentalité-là. Puis aujourd'hui, si on regarde Québec, comparativement à l'époque, ben Québec aujourd'hui, par exemple, ben c'est un bastion extrêmement fort côté musique extrême, côté metal, côté hardcore, côté punk. C'est une ville qui vit pour ses bands de chez eux, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'époque. Puis nous autres, pour avoir un semblant de rayonnement, ben il a fallu s'exiler. Hein. On dit que nul n'est prophète dans son pays, ben malheureusement, c'est vrai. Puis très rapidement, on s'est exilé en Europe. Donc à partir de 2013, on a commencé à tourner quand même radicalement en territoire européen. On faisait 3-4 tournées par année, puis on a fait ça pendant 8 ans, littéralement. Puis ça nous a attiré un certain public, beaucoup d'assentiment chez le public européen. Puis oups, quand ça a popé en Europe, ben étrangement, ça a commencé à popper au Québec après ça. Comme quoi, finalement, quand tu fais tes preuves ailleurs, on dirait que les gens te prennent un petit peu plus au sérieux quand tu reviens chez toi. Fait que ça a été un concours de circonstances qui a fait que ça fonctionnait de même. Puis après ça, tout s'est enchaîné super rapidement. On s'est mis à tourner aussi énormément. Il y a eu beaucoup de travail de terrain, mais on l'a jamais eu facile, par exemple. Puis la réalité, c'est triste, c'est malheureux à dire, mais quand tu es un band du Québec, pour te rendre au même niveau qu'un band américain, par exemple, ou même un band anglo-saxon canadien, il va falloir que tu travailles 10 fois plus. Il va falloir que tu travailles 10 fois plus fort, que tu fasses 10 fois plus d'affaires. Même si tu as exactement le talent qui est équivalent à celui d'un autre, il va falloir que tu travailles plus fort. Pourquoi? Les préjugés culturels, parce que la réalité de l'industrie est de même. Puis le Québec n'a jamais été vraiment sa map en matière de métal. Ça a pris combien de temps avant qu'on reconnaisse que Voivod ont été des pionniers, même chez nous? On commence à en parler alors qu'ils ont été les premiers, justement, à faire de la musique extrême au Québec. Fait que quand même, on se rend compte qu'on a eu du chemin à faire avant de réaliser qu'on a des bons bands ici, puis on est capable de rivaliser contre n'importe qui sur la planète. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend un petit peu plus compte. JP, maintenant, là, si un jour j'amène un de mes amis à un show de Get the Shot, puis qu'il sait vraiment pas à quoi s'attendre, ben, première des choses, il va peut-être capoter. Là. Mais quelle tune, là, absolument, là, qu'il va s'ouvrir les yeux et va dire « Wow! » Je sais pas quelle tune en tant que telle, je pourrais pas t'en nommer une, mais je pense que dès le début du spectacle, il va probablement manger une claque en pleine face, parce qu'évidemment, c'est une zone de guerre. Un show de Get the Shot, là, c'est une bagarre généralisée qui dure à peu près 30-40 minutes. Okay? Fait que je pense qu'au premier stage dive, il va catcher qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ça reste spontané. Puis on veut que ça soit un safe space où les gens puissent faire ce qu'ils veulent, agir comme ils veulent, puis surtout canaliser des pulsions de mort qu'ils cultivent à longueur d'année, à longueur de semaine, dans des jobs aliénantes, dans des vies aliénantes. C'est un lieu où est-ce qu'on peut exprimer ce qu'on est, exprimer notre différence en toute sécurité puis en toute simplicité. Puis je pense que c'est ça qui frappe le plus les gens, c'est l'intensité des spectacles, puis l'intensité des moments, puis la liberté avec laquelle tout le monde peut s'amuser dans ces shows-là. Derrière ces chansons agressives se cache toujours un message. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. Ça fait un peu bizarre, mais t'es prof de philosophie du côté de Lévis-Lauzon. Comment on devient prof de philosophie puis chanteur de hardcore? On en a parlé un petit peu tantôt avant l'entrevue, mais ce que je trouve intéressant, c'est que hardcore puis pédagogie, pour moi, c'est le même combat, mais mené sur des fronts différents. Parce que moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique extrême, j'ai commencé à écouter du thrash. La première fois que j'écoutais des trucs de Slayer, de Sepultura, ben, veux pas, ces bandes-là ont quand même certains textes qui sont assez politisés aussi. Puis j'essayais de comprendre certains de ces concepts-là. Je me disais, c'est quoi ça exactement? Puis là, je fouillais un petit peu. Je m'intéressais. Puis là, ça m'amenait justement à essayer de comprendre un petit peu la politique, à comprendre la philo, tout ça. Fait que je me suis rendu compte que même pour faire de la musique extrême, pour pouvoir critiquer le monde dans lequel tu vis, encore faut-il que tu sois capable de le comprendre, ce monde-là. Fait qu'il faut des outils intellectuels pour interpréter le monde, puis critiquer plus efficacement par la suite. Fait que moi, rapidement, je me suis intéressé aux études, je me suis intéressé à la philo, à la socio, à la politique. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai continué mes études jusqu'à l'université. J'ai continué longtemps à l'université. J'ai fait des études en communication, en socio, puis en philo. Puis j'aimais tellement les études que je me suis retrouvé prof, finalement. J'ai fini par rester sur les bancs d'école puis à enseigner à des jeunes. Puis comme le hardcore permet de piquer la curiosité intellectuelle du monde, ben je trouve qu'en pédagogie, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des outils intellectuels pour que les gens puissent raisonner sur ces enjeux-là, puis prendre position dans le monde, puis le transformer pour le meilleur. Fait que pour moi, c'est le même combat, mais sur des fronts différents.
Es-tu considéré comme un prof hot? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ça, il faudrait demander aux étudiants. Mais tu sais, je pense qu'on a une belle relation de confiance puis de complicité, puis c'est le fun. Puis tu sais, ils sont intéressants, les kids. Tu sais, ils te challengent aussi intellectuellement. Puis moi, ils m'en apprennent aussi à chaque jour. Puis c'est le fun d'être toujours confronté à de la nouveauté. Puis ils me forcent à m'actualiser aussi puis rester en phase avec mon époque. Fait que tu sais, ces gens-là m'apprennent autant que moi je leur apprends. Tu sais, je me vois toujours un peu comme Socrate. Tu sais, Socrate, on l'a accusé finalement de corrompre la jeunesse. Ben c'est un peu ça que je fais. Je corromps la jeunesse, c'est-à-dire que je leur donne des outils intellectuels pour pouvoir transformer leur monde comme ils l'entendent puis qu'ils le fassent pour le meilleur. That's it. Ça doit spinner en tabarnouche dans ton cerveau, mais en musique aussi, ça spinne pas mal. Autre projet, je veux qu'on en glisse un petit mot, pour ça on va parler de Downstater. Yes, sir. Soulbreaker, ça a été quand même de quoi d'intéressant. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'étais dans un salon de tatouage, mon amie Vanessa Drouin, elle écoutait du Pantera, elle écoutait du Avenged Sevenfold, elle écoutait un paquet de groupes, puis ça brassait. À un moment donné, on entend Soulbreaker, comme, c'est ça. Et puis elle me dit, c'est JP de Get the Shot. J'ai vraiment fait le saut. Yes sir, ben tu sais, je pense qu'il y a du beau dans tous les styles musicaux, tu sais, puis moi je suis un mélomane, donc tu sais, c'est-à-dire que j'écoute pas juste la musique extrême, j'écoute plein de trucs. Je suis un grand amateur de folk puis de musique acoustique en général, puis je trouve que ça te permet de développer une autre facette de ta créativité artistique. Puis moi j'aime ça, développer sur plusieurs fronts à la fois. Ça te permet d'exprimer des thèmes, des sentiments, des émotions, de canaliser des pulsions que tu canaliserais peut-être pas nécessairement dans une tune extrême parce que tu trouverais, bon, ça sonnerait peut-être un peu cucu, le contexte serait peut-être pas approprié puis tout. Fait que ça te permettait de faire autre chose. Soulbreaker, ça a comme été comme un prétexte justement pour mettre en forme d'autres genres d'émotions, d'autres genres de feelings, d'autres genres de vision du monde aussi. Puis je l'ai fait à une époque où est-ce que j'avais besoin de faire ça, où est-ce que j'avais besoin de donner un sens à certaines pertes, certaines tragédies, puis ça a pris cette forme-là, puis je suis super content de l'avoir fait. D'ailleurs, ce que je trouvais cool, c'est que ça donnait lieu à un maudit beau vidéoclip que j'avais fait avec un de mes vieux partenaires de guerre qui s'appelle Daniel Vandal, qui a réalisé beaucoup de clips de Get the Shot, puis qui a réalisé tous les clips de Downstater aussi par la suite. J'avais travaillé avec lui sur ce projet-là. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, je pense que c'est le vidéoclip dont je suis le plus fier. Je trouve que c'est le vidéoclip qui rend le mieux compte finalement de la chanson que j'avais écrite à l'époque. Puis encore aujourd'hui, je suis super fier de ce que j'avais écrit. On parle de quelle chanson? La tune s'appelait Ayers Cliff. C'est drôle, c'est le nom d'un petit village pas loin de Sherbrooke. Ouais. Puis ça a vraiment été un beau projet, ça, je trouve. Puis ça, autant dans la forme que dans le fond, je trouve que ça a vraiment bien sorti. Puis même encore aujourd'hui, ça me donne envie de vouloir le refaire peut-être un moment donné, sous cette forme-là, un moment donné. Ça, j'ai jamais écarté ça. Fait qu'on va voir peut-être un moment donné. Downstater, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Moi, j'aurais l'impression que c'est un nouveau projet, mais en réalité, c'est pas nouveau. On est en train tranquillement, mais sûrement de le sortir des centres. Puis, encore, des fois, on jase un paquet d'affaires avant les entrevues, puis le monde n'entend pas ça, mais il y a des membres de JFK là-dedans. Yes sir. Ben écoute, on est tous des vieux routiers. Parce que les gars de Downstater, en fait, c'est des gens qui ont fait leurs premières armes dans certains des plus gros bands punk rock. À l'époque, on parle début des années 2000, là, quand la scène de Québec était super florissante. Ces gars-là, Éric Morin, Daniel-Alexandre Paré, puis Sonny Les Tourneaux, ils ont joué dans plein de bands d'ici. Puis, veux pas, on finit par se connaître dans le fil en aiguille, on gravite dans le même univers. Puis moi, j'ai joué avec Dan-Alex puis Éric super longtemps. On a eu plein d'autres projets avant Downstater. Ça fait que je joue depuis extrêmement longtemps avec ces gars-là. Puis quand on est parti dans Downstater, c'est juste un autre projet qu'on a décidé de mettre de l'avant, faire quelque chose de différent qu'on avait fait auparavant. Puis ces gars-là ont joué dans JFK, ils ont tous joué dans JFK à l'époque, qui était quand même un nom relativement connu, là, ceux qui ont écouté un peu de métal puis de hardcore au début des années 2000. Puis aujourd'hui, on fait du punk rock ensemble. Moi, j'avais juste envie de faire de la musique qui me rappelait mon enfance et mon adolescence. T'sais. J'ai grandi aussi en écoutant The Offspring, NoFX, Pennywise. J'avais juste envie de faire du punk rock. T'sais. Un bon pop-punk. Comme il s'en fait plus. Puis il n'y a plus de crowd, il n'y a plus de public, il n'y a plus de scène pour ça. Pantoute, ça n'existe plus. Ça a été complètement éradiqué de la carte. Fait que il y a aucune volonté de percer ou d'avoir de la visibilité avec ça. C'est un projet qui est vraiment pour le fun. Puis on s'amuse justement à faire ce que nous, on écoutait quand on était jeunes. Puis encore une fois, ça nous permet de développer autre chose artistiquement. Puis c'est vraiment cool. Puis je suis super content parce que là, on a officialisé un deal justement avec People of Punk Rock, qui est un label de Québec. Puis qui est super proactif en matière de punk rock. S'il y a une place à la planète Terre où est-ce que le punk rock vit encore, c'est à Québec. C'est juste dans la ville de Québec, nulle part ailleurs dans le monde, mais dans la ville de Québec, il y a une maudite belle effervescence. Puis People of Punk Rock a vraiment réussi à rassembler toutes sortes de gens autour de cette étiquette-là, puis à faire revivre un petit peu le hype
d'antan du punk rock. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. On a un nouveau clip qui sort d'ailleurs la semaine prochaine avec Downstater. Donc le 7 novembre prochain, justement la veille de notre lancement pour le nouveau EP. Fait que ça va être super, super intéressant. On a bien hâte de sortir ça. À quoi on peut s'attendre pour les nouvelles chansons? Nouvelle chanson de Downstater, ça? C'est punk rock. Ça va être ben punk rock. Ça reste bien mélodieux. Ça reste des gros refrains catchy. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre prétention que ça. C'est juste de la musique punk rock. Catchy à mort. Puis on veut que les gens réapprennent à stage javis du punk rock. C'est une habitude qui se perd, là. Fait qu'il faut essayer de retrouver ça un petit peu. Tantôt, on jasait comme de quoi que, bon, je chantais à l'église. Il fut un temps. Bon, mettons qu'on rentre encore une fois, un peu dans la philosophie, la religion, tout ça. On pourrait dire, tu sais, les trois visages de Dieu. Là, mettons, on dirait les trois visages de JP. La Sainte Trinité. C'est ça, la Sainte Trinité de JP maintenant. Là, il y a Soulbreaker, il y a Downstater, puis le chanteur de Get the Shot. La personnalité que t'aimes le plus dans les trois, mettons, pourquoi? Soulbreaker, je ne la mettrais pas dans la Sainte Trinité. Étrangement, dans cette Sainte Trinité-là, je mettrais effectivement Get the Shot, je mettrais Downstater, mais je mettrais mon rôle de pédagogue. OK. Puis je dirais que ces trois projets-là forment un équilibre fragile, mais un certain équilibre. Parce que j'ai autant besoin de la connaissance que j'ai besoin de la musique pour donner un sens à ma vie. Je trouve que les deux domaines se complémentent extrêmement bien. Ça m'a toujours permis de donner un sens puis une forme au tourment qui, existentiellement parlant, m'ont toujours un peu habité parce que ça a l'air de rien, mais je suis quelqu'un qui est profondément angoissé. Puis je pense pas qu'on fasse de la musique extrême, du métal, de la musique enragée de même, si on est viscéralement puis profondément heureux. Moi, je verrais une antinomie fondamentale entre les deux. Je l'ai toujours dit, le jour où je vais être pleinement pacifié, où je vais être en paix avec moi-même, je ferai plus de hardcore, je ferai plus de métal, parce que j'aurai juste plus rien à dire. Puis d'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Il y a Rudy Kaya, le chanteur des Vilains Pingouins, qui avait dit quelque chose de bien intéressant. Il dit, on lui avait posé la question, pourquoi Rudy t'a passé plus de 10 ans sans sortir d'album? Ben, il a dit, j'avais juste rien à dire. Puis tant qu'à rien dire, j'aime mieux pas faire de tune. Ben, c'est un peu ça aussi l'affaire. Présentement, je pense que j'ai une espèce de rage, un malaise existentiel qui fait que j'ai besoin de le canaliser puis que j'ai besoin de créer justement pour y donner un sens. Si un jour ça disparaît, ben, peut-être que je prendrai un pas de recul puis j'attendrai que quelque chose d'autre se profile à l'horizon. Mais sinon, tant que ça va être là, je vais avoir besoin de créer, je vais avoir besoin de faire de la musique, que ce soit de la musique punk rock ou du hardcore. Puis je vais avoir besoin de le comprendre, ça, pourquoi je le vis. Puis ça, ben, il y a juste la connaissance qui peut me le donner. Il y a juste la réflexion philosophique qui peut m'amener à donner un sens à ça. 3 questions shotgun, je te dis 2-3 mots, faut que tu me résumes ça en 30 secondes, même pas. Yes sir, c'est un bon défi. Ouais, le premier, il va être rough. 30 secondes, all right. Gouvernement. Ce serait bien que ce soit pour le peuple et par le peuple. Donc, c'est à nous autres de réhabiliter ce qu'on appelle la démocratie, s'engager pour être capable justement de gouverner pour nous, dans l'égalité, puis s'assurer finalement que tout le monde ait les mêmes chances dans nos sociétés. Religion, en général. Pour moi, la liberté de conscience, c'est quelque chose de fondamental. Tout le monde a le droit de s'aliéner comme ils veulent. Personnellement, je suis athée. Je pense que... ça, c'est dur à résumer en 30 secondes. C'est très difficile. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. Moi, évidemment, je serai toujours celui qui va critiquer, on va dire, le legs original de notre culture. Fait que pour moi, je serai toujours au front contre le christianisme, qui est le socle, finalement, de bien de la barbarie puis bien des problèmes en Occident. Bien avant, finalement, d'attaquer les autres religions, on devrait commencer par se regarder nous-mêmes dans le miroir. Ouf, j'ai tellement peur de la prochaine. À disque. C'est l'industrie culturelle qui, finalement, fait de l'art une marchandise parmi tant d'autres puis qui récompense ceux qui le promouvoient, finalement, comme une marchandise. C'était pas si pire, finalement. Et penses-tu qu'un jour, là, v'là 20 ans, on aurait dit du rap à la disque? C'est impossible. Penses-tu qu'un jour, Get the Shot, ça pourrait chanter une tune en français? Mettons, on jase. Il y a deux affaires. T'sais. Première des choses, je pense pas, puis j'espère pas que le hardcore ou le metal, justement, soit mis en valeur dans ce genre d'événement-là, pour la simple et bonne raison que c'est justement en réaction contre l'industrie culturelle que ces mouvements-là sont apparus. C'est parce qu'on veut pas, justement, fonctionner dans le même cadre, finalement, que l'économie de marché, puis que les réseaux que ces industries-là promouvoient
qu'on fait de la musique extrême. Fait que je pense qu'il y aurait une antinomie ou un paradoxe fondamental à le faire. Que le rap, après ça, se retrouve à la disque, ben moi je trouve ça formidable, parce que de toute façon, entendons-nous, le rap aujourd'hui, c'est la nouvelle pop. Donc, c'est la nouvelle musique dominante, puis ça, on peut pas se mettre la tête dans le sable, puis il était temps que la disque les mette là, puisqu'on a, surtout à Québec, on a des talents extraordinaires en matière de rap, puis des artistes que j'apprécie vraiment beaucoup. Finalement, JP, là, bon, là, on va y aller une étape à la fois. Là. Il y a Downstater qui lance du nouveau matériel. Get the Shot, dernier album, 2017. Compte les années, tranquillement, on s'en va vers 2020. Est-ce qu'on peut espérer du nouveau matériel bientôt? Ben, en fait, on peut espérer du nouveau matériel très, très, très bientôt. Downstater, il y a quelque chose qui arrive la semaine prochaine, mais avec Get the Shot, on est présentement en pré-production du nouvel album. Donc, on devrait enregistrer ça très rapidement, tout de suite après les fêtes. Donc, c'est sûr que d'ici cet été, maximum l'automne prochain, c'est sûr qu'il va y avoir un nouvel album qui va être paru. Ça, c'est sûr et certain. Puis vous allez en entendre parler énormément parce que ça va être très gros. Est-ce que ça pourrait être l'album qui va faire le step-up, justement, entre, on pourrait dire, le groupe qui s'en vient dans les ligues majeures et le groupe des ligues majeures? Ça dépend de ce qu'on entend par Ligue majeure. C'est sûr qu'avec l'expérience de tournée qu'on a, je pense qu'on joue déjà dans les grosses ligues. Puis je pense que justement les gros bands, les grosses organisations sont toujours surprises de voir à quel point on a du following pour un groupe du Québec. Je pense que ça va juste consolider ce qu'on a réussi à bâtir au fil des 10 dernières années. Puis moi, j'ai juste un objectif avec cet album-là, c'est de sortir l'album le plus heavy, le plus pesant, le plus violent puis le plus agressif qui est jamais sorti de la ville de Québec. Puis ça, je peux vous garantir que ça va être le cas. Je peux pas mieux conclure. JP, un gros merci pour le temps donné. Puis juste félicitations pour l'ensemble de la carrière. Un gros merci à toi, ça a été un super plaisir de discuter avec toi.